Macron a choisi de commémorer leur 60e anniversaire ce 19 mars, jour de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, des accords qui ont marqué la fin d'une guerre qui a duré près de 8 ans, mais aussi la naissance d'un État algérien. Une cérémonie qui a été dévoilée à l'Élysée, aucun responsable algérien n'était présent. On va écouter d'abord un extrait de la prise de parole d'Emmanuel Macron. 60 ans après les accords d'Évian, 60 ans après cette victoire pour certains, cette défaite pour d'autres, le soulagement pour beaucoup, le début d'un calvaire. Pour tant d'entre vous, nous sommes donc rassemblés. Et le 19 mars 1962 marquait d'abord le début du cessez-le-feu. Cessez-le-feu qui mettait fin à plus de 8 années de guerre, durant lesquelles, vous l'avez rappelé, plus de 30 000 de nos soldats sont tombés morts pour la France. Tant de familles endeuillées, tant de blessés. On continue à parler de cette commémoration avec vous, Nedjib Sidi Moussa, cet historien, auteur de l'ouvrage Algérie, une autre histoire de l'indépendance. D'abord, est-ce que vous avez une réaction à ce discours d'Emmanuel Macron? Oui, j'ai suivi ce discours en direct, comme beaucoup de mes collègues, et j'ai été frappé par la disproportion, le déséquilibre entre le côté mémoire, une forte insistance sur l'aspect mémoriel, et au détriment de l'aspect historique, de l'aspect histoire. Et le dispositif en lui-même déjà, c'est-à-dire inviter 4 représentants de prétendus groupes mémoriels, ça interroge, ça interpelle également. Mais l'autre observation aussi que j'étais partagée, c'est le fait de tout réduire, en fait, le rapport entre l'Algérie et la France, entre les deux États, à simplement des questions de mémoire. Ça évacue, à mon avis, des questions politiques, des questions économiques et autres. Et voilà, ma observation. Alors, justement, on va parler politique un peu plus tard, mais vous parlez justement de ce travail de mémoire, ce travail historique. Pourquoi il patine toujours autant 60 ans après? Pourquoi il est si compliqué de parler de l'histoire de cette guerre? Mais je pense qu'il n'est pas si compliqué que ça, ou alors il n'est pas compliqué pour tout le monde. Et justement, le fait de mélanger les enjeux de mémoire, donc qui ont davantage à voir avec le politique, avec le discours qu'on va avoir les acteurs, les associatifs, les hommes et les femmes politiques. Vous voyez, il y a par exemple des conflits sur est-ce qu'il faut commémorer ou pas le 19 mars. On a une opposition en particulier du côté de la droite. Donc ça, c'est la mémoire, c'est ce qui va toucher aux politiques, c'est quel rapport on entretient avec ce passé. Et il y a l'histoire. L'histoire, ça va être la restitution des faits, leur interrogation, leur mise en perspective, et c'est le travail en particulier des chercheurs, des historiens. Et j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion en fait, entre la manière dont on écrit l'histoire, dont on rapporte les faits, dont on la diffuse, ou dont on la transmet à l'université, dans les établissements scolaires, et le discours qu'on entretient dans le champ politique et dans le champ médiatique. Comme si on était dans des mondes parallèles en réalité. Il y a tout de même une grande différence, un fossé même entre la manière dont est traitée cette période de l'histoire en Algérie et en France. Côté algérien, la population est abreuvée de ces images, de témoignages. Côté français, elle est étudiée, cette histoire, à l'école, elle est enseignée, mais en revanche, elle ne prend pas tant de place que ça. C'est un seul chapitre. Oui, ça dépend du niveau. J'enseigne dans le secondaire notamment et à l'université, et effectivement, ça s'est inscrit au programme. Donc c'est une question d'ailleurs qui intéresse certains élèves, qui sont assez réactifs et sensibles à la question de la colonisation et de la décolonisation. Mais là encore, je pense qu'on a avancé, mais on a toujours un décalage dans la représentation, donc il y a un effort qui a été fait. Seulement, je pense que la question algérienne, la guerre d'Algérie, le conflit, a un peu disparu des débats intellectuels, des débats militants et de l'espace public. Quoi alors? Je pense qu'il y a une bonne part de dépolitisation en règle générale, et que la question algérienne est associée à autre chose. Il y a eu d'autres conflits en Algérie. Et aussi, je pense que les courants politiques qui entretenaient une mémoire, en particulier avec la lutte anticoloniale, en particulier la gauche, du fait de leur affaiblissement, il y a moins de transmission. En revanche, dans le camp d'en face, en particulier à droite et à l'extrême droite, ils entretiennent cette mémoire-là. Mais ils entretiennent en particulier la mémoire de la défense de l'Algérie française, un rapport trouble également à l'OAS, et aussi, on va dire, une espèce de clientélisme à l'égard de certains groupes, en particulier les harkis et les rapatriés, ce qu'on appelle les pieds noirs. Donc, la guerre d'Algérie, ce rapport à l'histoire coloniale, il n'a pas complètement disparu. C'est juste que
Voilà, il est pas égal, il n'est pas distribué de la même manière sur les groupes sociaux, selon les tendances politiques et les générations aussi. Justement, on a l'impression qu'il y a tout de même un tabou, tout de même un malaise qui perdure. Vous voyez, pour parler d'autres guerres, la France est beaucoup plus décomplexée lorsqu'elle regarde dans son rétroviseur pour parler de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un travail énorme de mémoire qui a été fait. La télévision de nos confrères Arte, on est même le produit de ce travail de réconciliation. Pourquoi avec l'Algérie ça bute? Je pense que ça bute en particulier parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore tout à fait été digéré du point de vue du nationalisme français et même de la culture politique de nos élites. La perte de l'Algérie, ça signifie la fin de l'Empire. C'est la perte d'un joyau en réalité, et c'est le repli, la rétractation de la France sur l'Hexagone. Donc la France devient un petit pays, une petite nation. Et je pense qu'il y a une blessure de ce point de vue-là, du côté non seulement des nostalgiques de l'Empire, mais de toute une partie des élites politiques. Ensuite, l'Algérie ou le rapport à l'Algérie, c'est pas seulement la colonisation, la décolonisation, la guerre. C'est aussi l'immigration, la migration. Et le fait que, qu'est-ce que ça interroge? C'est la légitimité de la présence des enfants, des petits-enfants, des travailleurs immigrés algériens. Et ça, c'est ça que ça interroge en creux, et le malaise, à mon avis, se situe aussi là. C'est pourquoi, simplement parler de mémoire, parler d'histoire, en mélangeant les deux, on évacue le fait que c'est une question de l'altérité, de la différence et de la présence, de la légitimité de la présence des descendants de ceux qu'on appelle les colonisés ou des immigrés, des travailleurs immigrés algériens. Alors là, on a parlé du côté français, de ces Français qui ont peut-être du mal à penser ces plaies qui restent encore ouvertes. Pourquoi il n'y avait aucun représentant algérien aujourd'hui? Alors là, je pense que c'est une conséquence ou un sous-produit des tensions qu'on a bien connues au cours des derniers mois. Et puis, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une crise particulière, puisque, d'après ce qu'on a compris, il y a plutôt une tendance à l'apaisement. En tout cas, on attend que tout le monde soit connecté. Oui, il y a quelques mois. Autour du 17 octobre, c'était très tendu. Je me souviens très bien, Très tendu, je me souviens très bien de ce contexte. Mais là encore, il ne faut pas oublier le fait que les relations, les rapports entre les administrations, entre les États, entre les hommes et les femmes d'affaires... On attend que tout le monde soit connecté. Même entre les peuples, tout simplement. Les Algériens et les Français ne font pas la guerre sur le terrain de la mémoire. Et en général... Est-ce que je me rabaisse? Je ne me rabaisse pas. Se retrouvent. Mais il y a des groupes, effectivement... Je ne me rabaisse pas. ...qui sont boutés, qui entretiennent un rapport hargneux, revanchard. Il suffit de voir comment se déroule la campagne électorale en France en ce moment, et qui joue justement sur ce ressentiment colonial, cette nostalgie impérialiste, et justement qui joue sur la xénophobie et le racisme. Et là encore, je me répète, mais sur l'illégitimité de la... On attend que tout le monde soit connecté sur ce territoire. Pour qu'on commence. Algérien, vous le savez également, il y a eu un mouvement populaire, la population a contesté ce régime. D'ailleurs, il y a eu une équation qui a été faite qui peut être discutable justement entre le régime algérien et justement le fait qu'ils soient les héritiers ou les descendants du colonialisme. Bon, ça a été fait de manière un peu simpliste dans certains slogans et dans certaines manifestations, mais toujours est-il que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui l'État algérien... Est-ce que vous m'entendez? De faire, d'opérer un travail critique ou de regarder de manière lucide son histoire, parce que c'est quelque chose de central dans sa légitimité. Donc vous m'entendez quand même? C'est créé à la suite d'une lutte indépendantiste qui a été menée par le Front de Libération Nationale, au détriment de ses rivaux, notamment messalistes, mais c'est quelque chose de central, de cardinal. Ce récit un peu héroïque et uniforme, un seul héros, le peuple, guidé par le FLN, c'est quelque chose qui est difficile de discuter, de contredire, au risque de passer pour justement un anti-patriote ou un anti-nationaliste. Merci beaucoup Nedjib Sidi Moussa, excusez-moi d'être passé nous voir pour nous parler de cette journée de commémoration de l'ouvrage Algérie, une autre histoire de l'indépendance. Merci beaucoup. Autre dossier important pour l'Algérie, celui du Sahara occidental dont il soutient l'indépendance. Ces dernières heures, la décision de l'Espagne de s'aligner sur le Maroc a causé une crise diplomatique. Alger annonce... Bon, on va commencer. À Madrid. Vous-même, vous connaissez que je ne suis pas un habitué de ce genre de choses. Je ne me laisse jamais aller. Les rues de Djinine, totalement désertes. Dans ce genre de jeu. Face à la résurgence de l'épidémie de coronavirus et du variant Omicron. Mais si je prends l'engagement de le faire aujourd'hui, c'est parce que j'estime que
j'ai déjà trop supporté. Il n'y en avait pas eu depuis plus d'un an. J'ai déjà trop supporté. L'autre avait plus de 60 ans. Elles avaient toutes deux de graves. J'avais même toléré. J'avais même minimisé. Mais je me suis rendu compte que, à force de le faire, certains pensent que on a peur d'eux. Ou bien, elle nous impressionne ou elle nous intimide. Pourtant, moi, je n'ai rien à foutre. Je n'avais plus rien à foutre de sa vie. Parce que j'étais déjà engagé dans une autre vie. Très avancée même. Pour que je revienne en arrière. Pour me rabaisser en faisant les enfantillages. Parce que moi j'appelle ça des enfantillages. C'est des enfantillages. Je ne fais pas des choses des enfants dans ma vie. Je suis quelqu'un qui a déjà avancé en âge. Et j'ai envie de faire des choses qui correspondent à mon âge. C'est pour ça que aujourd'hui là, j'ai décidé de mettre les points sur les i envers ma ex. Parce que c'est un peu de trop. Un peu de trop. Prendre ma photo, moi, et mettre ça dans un direct. Non seulement elle prend ma photo, elle met dans son direct, elle se permet de m'insulter copieusement. Pour rien comme ça là. Ça fait plus d'un an, environ un an et demi que je me suis séparé d'elle. C'est pas aujourd'hui que je me suis séparé d'elle. Et elle n'a jamais cessé de le faire. Donc vous qui venez me parler là, depuis hier, je suis à près de 146 personnes qui viennent à Messenger et à WhatsApp pour me demander de ne pas le faire. Je ne vais insulter personne ici là. Parce que si je l'ai fait dans mes publications, c'est parce que j'étais tellement remonté et que je suis toujours remonté. Parce que moi, on dit que je suis extrémiste dans mes décisions. Je préfère qu'on le dise. Moi, je ne connais pas comment ça fonctionne les directs. C'est ma première fois de faire un direct. Donc, je ne suis pas expert dans ce domaine. Si le direct est signalé, je ne sais pas comment ça fait et tout, et comment il faut aller contre ce signalement. Mais c'est vous qui connaissez, c'est vous qui connaissez. Moi, je ne connais rien. Dans ce domaine, je suis bête. Bon, si j'ai décidé de parler ce soir sur ma situation concernant ma ex, que vous connaissez tous, c'est parce que je voudrais apporter certains éclaircissements sur plusieurs éléments qui ont caractérisé notre relation à l'époque où nous étions encore ensemble. Je ne suis pas venu ici pour la dénigrer parce que je n'ai rien à foutre de tout ce qu'elle fait. Après, moi, elle a eu d'autres relations. Moi aussi, chacun fait sa vie de son côté. Si jeudi passé,
il n'y avait pas eu ce direct, je pouvais même encore accepter qu'elle fasse le direct, mais qu'elle n'associe pas ma photo à ces choses-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est avoir insulté ma femme en la traitant, et elle a même comparé ma femme à ma mère qui m'a mis au monde, qu'elle n'a jamais vue et qu'elle n'a jamais connue. Je ne suis pas en train de lire les commentaires, moi je n'ai rien à foutre de ça. Je suis venu pour parler. Je vais parler ce que je vais parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le seul direct que je vais faire. Parce que quand on a affaire à ce genre de personnes, il faut se préparer en conséquence. Même juridiquement parlant, on va se préparer. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais me limiter sur le problème de l'enfant. L'enfant. Parce que mes directs vont se faire au cas par cas. Au mois de... D'abord, je vais m'adresser à une sœur, Marie-Thérèse Perret, pour lui dire que je suis désolé et je considère ça comme une trahison. Je considère ça comme une trahison. Vous venez me supplier en invoquant les gens pour me dire non, ne parle pas, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne m'envoyez plus ce genre de message. Vous causez avec elle parce que moi j'ai toutes les informations de vos rapports et vos relations avec elle. Vous causez avec elle. Vous ne pouvez pas la conseiller. Pourquoi? Vous ne la conseillez pas. Pourquoi? Donc c'est les enfants des autres qui doivent subir. Je ne connais pas ce que vous traitez avec elle. Je ne veux même pas savoir. Mais à partir d'aujourd'hui là, quand il s'agit de ma ex, je ne veux plus que quelqu'un revienne pour tenter de me dissuader ou tenter de m'amener à annuler ce que je vais faire. Quand c'est trop, c'est laid. Elle m'a insulté. Elle a fabriqué les fausses conversations WhatsApp. J'ai tout enregistré. J'ai tout enregistré. Les fausses conversations WhatsApp qu'elle a balancées sur la toile. Elle a fait des posts. Pourquoi vous ne l'avez pas conseillé pour lui dire d'arrêter? Il fallait la conseiller. Donc appelez-la. Appelez-la. Marie-Thérèse Perret, c'est toi qui es venu c'est toi qui m'as cité dans mes choses. C'est pas moi qui t'ai cité. C'est pas moi qui t'ai cité. Parce que ne me faites même pas entrer dans mes états. Il y a eu une brève relation entre Marthe et moi. On s'est séparés. Pourquoi elle ne peut pas la fermer? Elle ne peut pas la fermer parce qu'elle est qui? Ça fait environ 1 an et demi parce que on s'est séparés, on a commencé à se séparer 1 mois après la naissance de l'enfant, quand on ne s'est pas entendu sur un élément que je vais évoquer tout à l'heure. Vous me prenez même pour qui? Vous pensez que je suis fou, vraiment fou? Je ne suis pas fou. Même juridiquement parlant, la loi m'autorise à adopter. J'avais décidé d'adopter cet enfant conformément à la loi. Donc rien ne m'incrimine, comme vous êtes en train de vouloir faire pour m'intimider là. Rien ne m'incrimine. Rien ne m'incrimine. Et je n'ai pas de problème avec ma femme actuelle. Je n'ai pas de problème. J'ai pas de problème. J'ai une profession. Une profession que l'État connaît. Et c'est mentionné dans tous mes documents officiels. Bon, je sais que l'image n'est pas bien.
Les gens ne veulent pas. Ma profession est mentionnée là. Bon, je vais faire une copie. Ma profession est mentionnée. Donc, allez fabriquer les fausses conversations WhatsApp et les balancer sur la toile, je trouve ça vraiment enfantin. Si c'est sur ça que vous vous basez pour dire que si ou ça, moi je ne suis même plus à ce niveau. Je ne suis plus à ce niveau. Si c'est ma ex qui vous est, qui vous envoie venir me parler, moi dis-lui que je suis désolé. Je suis désolé. C'est elle qui va devoir prouver à la justice certaines choses. C'est pas à moi de prouver à la justice si ou ça. Parce que tout ce que je vais dire ici, c'est des choses que j'ai vécues. C'est pas des choses qu'on m'a racontées. C'est des choses que j'ai vécues. C'est moi qui ai signé les papiers. C'est moi qui ai géré l'hôpital. C'est moi qui ai signé les papiers. Et j'ai revu tous ces papiers aujourd'hui. Lorsque Nanou a accouché, celle qui a dit sa soeur là, c'est moi qui l'ai porté, qui l'ai transporté dans la voiture. C'est moi qui l'ai amené à l'hôpital. Quand elle a commencé à avoir des contractions, puisqu'elle ne voulait pas que Nanou reste chez elle pour que de peur que les gens ne découvrent, c'est moi qui l'ai transporté. Donc ce que je dis ici, c'est que c'est des choses que j'ai vécues. J'ai vécu. Donc ce n'est pas des choses que on m'a racontées ou bien j'ai imaginé. Je ne vais pas entrer dans trop de détails concernant ma rencontre avec Marthe Chopard. Donc je vais vous épargner ça parce que je suis un peu fatigué. Mais ce que je vais que vous compreniez, c'est que au mois de mars 2020, je crois que c'était le 11 ou le 12. C'est là où je reçois un appel de Marthe Chopard. Elle me dit qu'elle est enceinte. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle me dit que elle est enceinte et qu'elle attend un garçon. Bon, sachant que moi, je suis, enfin, pas à la recherche d'un garçon en tant que tel, non. Donc c'est une personne qui m'a bien étudié et qui connaissait que quand elle va me parler d'un garçon, je vais sauter. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'elle me dit qu'elle est enceinte et qu'elle attend un garçon, j'étais tellement content d'avoir une femme enfin enceinte. Parce que j'ai déjà fait 17 ans. Ma deuxième fille a 17 ans. J'ai 2 filles. Elles sont toutes les 2 à l'université. Donc ça fait 17 ans que je n'ai pas connu de femme enceinte. Donc ça fait 17 ans que je n'ai pas connu. Donc il était normal pour moi de ne pas connaître comment faire la différence entre une femme enceinte et une femme qui simule une grossesse. C'est pour ça que je suis tombé dans ce piège. Bon, j'ai 2 filles avec 2 mères différentes. Ma deuxième fille a perdu sa mère en Espagne il y a de cela 3 ans.
Et j'avais estimé que si ma ex est enceinte de moi, pour ne pas faire des enfants avec des femmes différentes, pour ne pas avoir plus de 3 enfants avec chaque enfant, sa mère, je vais préférer me mettre dans une relation stable avec ma ex. C'est en ce moment-là, si je me suis retrouvée en train de vivre avec ma ex, c'était uniquement parce qu'il y avait déjà ce problème d'enfant. Alors, c'est comme ça qu'elle et moi, on a commencé à vivre. Bon, je ne vais pas revenir sur l'élément où si je vivais chez elle, si je ne vivais pas chez elle, mais toujours est-il que, compte tenu de certaines explications concernant le chez elle, j'ai estimé que bon, si elle va se sentir à l'aise chez elle avec sa grossesse, tant mieux. Et puis à cette période-là, quand vous avez une femme enceinte qui insiste que vous soyez toujours avec elle, bon, je ne vois pas le problème. Puisque elle et moi n'avions pas de problème. Bon, on a commencé à vivre, comme tout le monde, vous voyez dans les réseaux sociaux. Je lui avais même donné mon compte. Et je sais qu'elle utilise encore mon compte là. Mon premier compte Facebook. Parce que c'est comme ça que je suis. Quand je me mets dans une relation avec une femme, je lui confie tout. Tout. Donc elle avait mes codes. Elle avait mon compte. Elle faisait ce qu'elle voulait. J'adhérais. J'étais... parce que je ne disais rien. On dit qu'il dit rien consent. Et je laissais faire parce que je me disais que c'était ma femme. Le temps passait. Le temps passait. Parce que elle prenait des hormones. C'est pour ça qu'elle a trop grossi. Et quand elle a voulu perdre encore le poids, ça n'a pas marché. Elle prenait du moins, elle prenait des hormones qui lui donnaient du poids et qui donnaient le volume à son ventre. Bon, moi je ne pouvais pas distinguer immédiatement si elle était enceinte ou pas. Mais le temps est passé, le temps est passé. Mais j'avais quand même déjà une idée. Parce qu'il y a quand même, quand une femme est enceinte, il y a quand même des signes. Au bout peut-être de 6 mois, au bout peut-être de 4 mois, au bout peut-être de 5 mois, il y a quand même des signes. Il y a quand même des signes que la femme bref, il y a des signes que la femme doit manifester, voilà. Que la femme doit manifester, parfois parce que c'est la grossesse qui l'oblige. C'est pas parce que elle veut peut-être poser des actes pour nuire au père de l'enfant, non. 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 Au bout de plusieurs mois, elle avait décidé de me faire asseoir. Elle avait décidé de me faire asseoir. Et c'est là où elle m'a révélé la vérité. Elle m'a révélé la vérité. Elle me dit
qu'en fait, ce problème de grossesse, c'est pas elle qui porte la grossesse, mais une de ses sœurs. Une de ses sœurs. Donc, en fait, ce n'est même pas pendant qu'elle est avec moi que cette histoire de grossesse déclenche. Ça s'est déclenché quelques mois, peut-être 1 ou 2 mois avant moi. Je lui dis, comment se fait-il que c'est ta sœur qui porte une grossesse? Est-ce que ça existe? C'est tout à fait normal. Il y a les mères porteuses. Il y a les systèmes d'adoption. C'est reconnu au Cameroun. Mais de là à faire cela de cette façon, ça c'est en violation flagrante de nos lois. Ça sera comme un trafic d'enfants. Ça va s'assimiler à un vol d'enfants. Ça va s'assimiler à... je ne sais pas. Alors, je suis resté tranquille. Elle a continué à bavarder. Je lui ai dit, de nos jours, beaucoup de femmes pensent que elles peuvent finir leur vie sans concevoir, alors qu'elles peuvent concevoir. Je lui dis qu'elle n'avait pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau, parce que les conséquences, au bout de quelque temps, ça devient un peu dramatique, comme ce qu'on est en train de vivre là. Donc, je croyais qu'elle m'avait écouté, mais le fait était déjà là. Il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Mais à l'époque, elle était ma femme. Donc, je ne pouvais que la protéger. Je ne peux pas quand même trahir la femme avec laquelle je vis et que je suis allé demander la main parce que, à cause de ça. Je lui ai dit, même au Cameroun, parce qu'à cette période-là, il y a un couple belge qui s'est déplacé et qui est venu au Cameroun pour procéder à l'insémination artificielle. Et ça a réussi. On a réussi. Le couple belge, la femme du couple belge a fini d'accoucher au Crasset et ils sont rentrés en Belgique avec un enfant. Alors que sa femme, la femme de ce blanc, avait déjà fait plusieurs années. Elle n'avait jamais conçu. Je lui dis non. Le professeur Casillas, qui est le directeur du Crasset, aide beaucoup de femmes. Donc des femmes n'ont pas besoin d'aller soit chez les marabouts, soit chez ceci. Quand tu veux, tu vas le voir si tu es éligible, si tu remplis toutes les conditions. Mais ça peut réussir avec toi, pourquoi pas? Si ça réussit avec les autres, pourquoi pas avec toi? Elle me dit, bon, on va le faire. Bref, cet épisode-là est passé. Je l'ai protégé. Et comme il y avait déjà voie de fait, j'ai décidé de continuer à la protéger. J'ai décidé de jouer au jeu. Nanou, qui est sa sœur, vivait à Kiossi. C'est elle qui gérait le restaurant qu'elle avait là-bas. Et c'est là-bas que cette histoire de grossesse est partie pour se retrouver à Yaoundé. Même sur les papiers. Sur les papiers. Ce n'est pas le nom de Nanou qui est là. Ce n'est pas le nom de Nanou qui est là. Même aujourd'hui, quand je suis allé à l'hôpital où l'affaire s'est passée, ce n'est pas le nom de Nanou qui est là, c'est son nom. Moi, je connaissais tout ça. Même à Kiossi où elle faisait les visites prénatales et tout ça, c'est le nom de Chopard qui est sur les papiers. Ce n'est pas son nom, c'est pas le nom de celle qui a accouché.
Du coup, bon, on est resté là. La fille venait souvent, quand son bar, son restaurant, parce qu'à un certain moment donné, son restaurant ne fonctionne, enfin pas que ça ne fonctionnait plus, ça ne faisait plus rentrer les recettes et autres. Donc ça ne tournait plus. C'est en ce moment, parce que la fille, en fait, elle vivait avec les revenus du restaurant. Et un peu d'argent qu'elle lui envoyait de temps en temps. Bon, quand le restaurant a cessé de produire de l'argent, la fille était obligée de venir de temps en temps sur Yaoundé. De temps en temps, elle venait sur Yaoundé parce qu'elle n'arrivait plus à faire face à un certain nombre de charges. Il fallait qu'elle vienne sur Yaoundé pour faire pression sur Marc, pour que Marc s'occupe d'elle. Marc n'a jamais fait une insémination artificielle. Non. Elle n'a jamais eu à faire une grossesse in vitro. Non plus. Non. Il faut qu'elle arrête de mentir. Non seulement elle ment, elle implique tout le monde dans le mensonge et elle commence à combattre les gens qui la protègent. Moi, j'ai protégé Marthe. Même quand j'étais avec elle, je la protégeais. Marthe et moi, on n'a jamais eu une affaire d'argent. Je ne suis pas allé rester avec Marthe pour son argent. Si elle n'a jamais pris ses 5 francs. Parce que je lui avais dit que son argent, c'est pour sa famille. Et c'est comme ça que je vis. Je crois que de nous deux, la personne qui a plus apporté à l'autre, c'est moi. Son commerce de parfum qu'elle faisait là, c'est moi qui l'ai orienté là-bas. C'est moi qui l'ai encouragé. En même temps, je l'encourageais. En même temps, je lui donnais des ouvertures. Elle allait jusqu'à vendre ses parfums au palais. Elle n'est pas entrée au palais parce qu'elle est trop forte. Les gens lui faisaient des recettes de centaines de mille là-bas. Si Martha a gagné un peu d'argent dans cette histoire, c'est dans les 3 millions avec cette histoire de parfum. Donc Marthe ne s'est jamais occupé de moi. Même, je ne peux pas montrer une seule paire de chaussures. J'ai dit même une seule paire de chaussures ou un costume qui va amener les gens à dire que c'est elle qui m'habillait, c'est elle qui me chaussait. Non, 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 non. Marthe n'a jamais n'est jamais allé dans une boutique. Je crois que c'est que tout ce qu'elle m'avait offert, si j'ai bonne mémoire, ce n'est même pas bien à dire ici. Ce n'est même pas bien à dire ici. Donc, pour rester dans le contexte de la grossesse, sa soeur venait déjà à Yaoundé de temps en temps et quand elle arrivait à Odia. Parce que beaucoup de membres de sa famille n'étaient pas au courant que Marthe simulait une grossesse. Il fallait que on la cache. Il fallait que elle reste loin, à l'abri des yeux de certaines personnes qui n'étaient pas au courant de cette histoire. Il fallait la cacher. C'est devenu une gymnastique qui n'a pas de nom. C'est devenu un jeu vraiment terrible. Quand Nanou est là, si ses frères sont là, parce que ses frères, certains de ses frères n'étaient pas au courant, et même à son père n'était pas au courant. C'est moi qui avais dit à Marthe que ce genre de choses, il ne faut pas cacher aux parents. Il faut rencontrer ton père et lui dire que la situation, c'est comme ça. Même au village, Nanou ne pouvait pas partir dans certaines cérémonies. De peur que les gens ne découvrent que c'est elle qui est enceinte. Il fallait que ma ex utilise des subterfuges,
d'habillement pour que tout le monde pense que elle était vraiment enceinte. Pourtant, ce n'était pas vrai. Bon. Le temps là est passé. Et puis, l'accouchement, le temps que Nanou a accouché, s'approchait déjà. Bon. À une semaine, à deux, c'est parce qu'elle n'avait pas accouché directement. Je crois qu'elle a accouché au 9e mois. Au 9e mois. Parce que la grossesse, on avait même provoqué. On avait provoqué parce que on avait estimé que le temps d'une grossesse était déjà passé 9 mois. Elle avait accouché je crois, à 10 mois. 10 mois. La grossesse, on l'a provoqué. Et puis, elle a accouché à l'hôpital que j'ai mentionné dans un poste là. C'est là-bas qu'elle a accouché. Ceux qui sont des enquêteurs peuvent aller enquêter. Mais on est allé loin dans nos recherches aujourd'hui parce que tout le monde connaît comment il fait ces choses. Je n'ai rien contre cet enfant. Je n'ai rien contre cet enfant. Ça me fait même mal. Ça me fait mal de parler de ça. C'est pour ça que vous voyez, il y a des hésitations et tout ça. J'ai hésité. En fait, je ne voulais pas faire ce direct. Je ne voulais plus faire ce direct. Je ne voulais plus faire ce direct. Mais j'ai été obligé de le faire parce que ma ex a toujours cru que je ne pouvais pas le faire. Je ne suis pas dans un bras de fer avec elle. La prison, c'est quoi? On construit la prison pour les hommes et non pour les animaux. Donc, si elle attend mon direct pour dire qu'elle va me porter plainte, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qu'elle aille porter plainte. Moi, je n'ai pas de problème. Mais je dis ce que j'ai vécu et pourquoi cette histoire d'enfant tourne beaucoup autour de moi. Avant même qu'elle ne fasse de son direct là. Mon nom était partout dans les réseaux sociaux. Hein? C'était partout dans les commentaires. À cause de cette histoire d'enfant. Donc il faut mettre un terme à chaque chose. J'ai contribué à cette complicité. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Mais j'ai quand même mis des gardes autour de moi, de façon à ce que, si une action juridique est faite, je ne serai pas très impliqué. Quand l'enfant est né, l'enfant là est né, devant moi. Je dis devant moi. L'enfant là est né devant moi, à l'hôpital là-bas. C'est moi qui ai conduit Nanou le samedi là, parce que c'était un samedi. C'était un samedi. C'est moi qui ai conduit Nanou et ma ex jusqu'à l'hôpital. Quand l'enfant est né, j'étais là. Bien que je n'étais pas le véritable père, mais par rapport à ce que ma ex et moi, on s'était dit sur l'enfant, je lui avais dit que comme la situation est comme ça, moi, je vais officiellement adopter cet enfant parce que tout le monde sait que nous attendons un enfant et ce ne sera pas bien. Ça ne sera pas bien. Ça ne sera pas bien. Ça ne sera pas bien que les gens
à un certain moment donné, découvre le contraire. Si Marthe était restée tranquille, si Marthe n'exagérait pas dans ses provocations, si Marthe ne me... comment on dit? Ne me taguait pas... Bon, taguait, non. Si Marthe ne m'insultait pas en parabole dans ses sorties, je crois que cette histoire devait rester un secret entre elle et moi. Jusqu'à la fin de nos vies. Elle dit que je parle avec ses ennemis. J'ai vu un post là où Madame Akamba a parlé de Nanou. A parlé de Nanou en disant que l'hôpital était en Vogada. L'hôpital était en Vogada. Est-ce que l'hôpital était en Vogada? L'hôpital n'était pas en Vogada. L'hôpital était où Nanou a couché. L'hôpital était avant d'arriver à Ouescalier, juste après le carrefour de la Joie, à côté de l'Institut Pétou. Il y a un hôpital anglophone là. Comme elle estimait que c'est moi qui ai parlé avec Madame Akamba. Vraiment. J'avais décidé d'adopter cet enfant. Être le père légitime, puisque la mise en scène était déjà accomplie. Tout ça était déjà mis sur pied. La mise en scène était déjà là. Qu'est-ce que je devais faire? Je ne pouvais rien. Si je devais protéger ma femme, je n'avais qu'à jouer à son jeu. Tous les hommes le font. À l'époque, elle et moi, on n'avait pas de problème. Autre que ces histoires de clash et tout, et tout, et tout. Je ne pouvais pas m'imaginer que je serais dans un clash avec ma ex. Elle n'est pas la seule femme que j'ai connue. J'ai connu plusieurs autres femmes. Pourquoi c'est seulement avec elle? Pourquoi c'est seulement avec elle que je me retrouve dans les réseaux sociaux? Et elle le fait même. Je ne sais pas ce que cette femme-là pense souvent dans son cœur. Qu'en le faisant, elle ne sait pas qu'en le faisant, elle fait du mal aux autres. Elle fait du mal aux autres. Pour elle, elle est contente de faire du mal aux autres. Je ne sais pas ce qu'elle ressent dans son cœur quand elle le fait. Moi, j'ai aidé Marthe. Marthe ne m'a jamais aidé sur quoi que ce soit. Non. Avec ces millions qu'elle prend par mois là, je ne m'intéressais pas à son argent. Je crois que la seule fois que elle m'a appelé, elle me disait pourquoi chaque fois qu'elle est dans des situations, elle avait un problème à la bisec et tout et tout. Et tu crois que c'est la seule fois qu'elle et moi, on a parlé de ces histoires d'argent? Non. Elle ne m'a rien fait pour dire que, tel que je vois les femmes dire que j'ai fait ci à mon homme, j'ai fait ci à mon homme. Non. Si c'est elle, si c'est elle qui vous dit ça, elle vous ment. Elle vous ment. Elle vous ment. Donc, elle et moi, on n'a pas signé des histoires. Il n'y a pas une affaire d'argent. Comme j'ai lu dans dans la publication, quelqu'un m'a fait une capture d'écran et tout, et tout, et tout. Elle et moi, on n'a jamais traité une affaire d'argent. Que ça soit au sujet de l'enfant ou au sujet de n'importe quoi d'autre. Non. Marthe et moi, on s'est séparés parce que
Pendant que moi je suis là, en train de croire que Marthe avait vraiment besoin d'un enfant, que Marthe, dans son instinct de maternité, voulait un enfant. C'est là où un deuxième élément apparaît sous mon nez. Je me rends donc compte que, parce qu'il était question que je fasse l'acte de naissance de l'enfant, parce que l'enfant normalement devait porter mon nom. Je ne peux pas faire un garçon ou faire un troisième enfant avec une femme et puis l'enfant ne porte pas mon nom. C'est ça, jamais de la vie. L'enfant devait porter mon nom en tant que père. Bon. Après quelque temps, je me suis rendu compte que la véritable raison pour laquelle Marthe voulait un enfant, c'était pour faire adopter à cet enfant la nationalité française. La nationalité française. C'était là le deuxième point. Et c'est là où les choses ont commencé à se gâter entre Marthe et moi. Au point où j'ai commencé à prendre mes distances. Parce que je crois qu'on s'était même chamaillé, on s'était disputé pour ça. Je lui avais dit qu'elle n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce point. Si je dois être le père de l'enfant, pourquoi elle va aller jusqu'à ce point? Moi, ne sachant pas qu'elle avait déjà tout arrangé, ne sachant pas que elle avait déjà des personnes avec lesquelles elle était en contact en France, qui devaient lui faciliter cette action. Elle me dit que l'enfant va avoir 2 actes de naissance. Je dis que non, l'enfant ne peut pas avoir 2 actes de naissance. Elle doit choisir. Ou c'est la naturalisation, ou c'est moi. Bon, de fait, elle continuait dans sa naturalisation. J'ai compris que Marthe ne voulait pas que je sois le père de l'enfant. Et si je ne suis pas le père de l'enfant, qu'est-ce que moi je vais continuer à faire avec elle? Parce que la raison pour laquelle on s'est mis en couple, c'était parce qu'il y avait déjà cette histoire d'enfant. Et elle le sait. Elle le sait. Moi, je prenais mes distances, elle appelait mes soeurs, elle se plaignait, et tout, et tout, et tout, et tout. J'expliquais à ma famille que... j'expliquais à ma famille ce qui s'est passé. Parce que même ma famille était convaincue que c'était mon enfant. Tout le monde était convaincu que c'était mon enfant. C'est même pour ça que j'avais accepté de jouer à ce jeu. Pour ne pas paraître ridicule devant des personnes à qui j'avais déjà, avec une joie immense, que j'attends enfin un garçon. Même si aujourd'hui, ce que je fais me rend ridicule, je m'en fous. Même si aujourd'hui, ce que je fais là, le direct que je fais là, me rend petit, je m'en fous. Même si vous m'insultez, moi je ne suis même pas là-dedans. Peut-être que vous ne me connaissez même pas. Si vous me connaissiez avant, vous devez savoir que même si vous venez là, ceux qui ont tenté de me dissuader là, pourquoi ils n'ont pas réussi à me faire changer d'avis? Donc, ne pensez pas que vous vous adressez ou bien vous parlez à une personne qui n'a pas un courage ou bien ceci, cela. Non. Non, non, non. Ce que je dis, personne ne m'a encouragé. J'ai pris la résolution parce qu'elle est allée loin. J'ai pris la résolution de parler de cette affaire. Et c'est la première affaire. Vous voulez que je vous dise, c'est la première affaire. Parce qu'il y a une succession des affaires. Je commence même déjà à être fatigué. Il y aura une succession des affaires. Ce n'est pas le seul direct. Mardi, je vais faire un autre direct. Parce que lundi,
il y a un ensemble de choses que je vais faire aussi, allant dans le même sens. Donc, ce que vous écrivez là, machin, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis, même si je vais en prison pour ça, où est le problème? Où est le problème? Moi, je croyais que Marthe voulait vraiment être la mère de cet enfant. Et pourtant, cet enfant a commencé, elle a utilisé cet enfant parce que il fallait naturaliser cet enfant. Je me suis opposé. Et elle le sait. Et c'est là où notre relation a commencé à prendre un coup. Moi, j'avais besoin d'un garçon. Moi, j'avais besoin d'un garçon. C'est pour ça que je me suis précipitée à aller dans son village, commencer, parce que j'avais commencé les cérémonies. J'avais commencé les cérémonies traditionnelles en allant demander sa main. Ce sont mes moyens que j'ai dépensés, ce n'est pas ses moyens. Parce que j'ai estimé qu'il y avait déjà un enfant. Donc, on va déjà dans une relation stable et stabilisée. Et c'est pour ça que cette histoire de mariage-là est allée vite. C'est allé vite. C'est allé vite par rapport à cet enfant. C'est pas parce que peut-être Martha Siosa. Martha était déjà en contact avec une famille sénégalaise en France. Dans le cadre de cette histoire de papier pour l'enfant. Les procédures même ont commencé. Ils ont déposé des procédures à l'ambassade de France. Ils ont été convoqués à plusieurs reprises parce qu'il est même venu au Cameroun. Il a mis du temps. Pour ça. Il a mis du temps pour ça. Ils sont allés à l'ambassade de France. Ils ont engagé la procédure. Je crois qu'elle avait même donné, parce que c'est elle qui s'occupait de tout ce qui était frais. Je crois qu'elle avait même donné, versé un peu d'argent à ces gens. Parce qu'il faut naturaliser l'enfant. Moi, je n'ai pas de moyens. Je suis pauvre comme elle dit. Mais un enfant ne peut pas me dépasser à m'occuper dans tous les domaines. Encore plus un garçon. Je me suis battue comme un homme peut se battre pour que cet enfant me revienne officiellement comme mon unique et premier fils. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Et ce qu'elle voulait même pour l'enfant, ça vient trouver d'autres personnes sur place ici. Sans avoir besoin d'aller vivre en Europe. Ça vient trouver d'autres personnes sur place. Si j'avais adopté cet enfant, c'est que cette équation-là, de vouloir que l'enfant soit naturalisé français, je ne sais pour quel intérêt, ou bien c'était pour son intérêt, ou bien je ne sais pas. Ça devait aboutir. Pas en payant les gens, ou bien en passant par des gens. Il y a des femmes, des gens qui obtiennent leur papier, qui obtiennent cette naturalisation sans avoir besoin de vivre en Europe. C'est parce que je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis, il ne faut pas toujours croire que